Nous approchons du 140e jour, mesdames et messieurs, depuis que nous avons attaqué l'Iran pour la première fois. Bien sûr, ce n'est pas les 20 ans que nous avons passés en Afghanistan, ni même les 8 ans au Vietnam, mais honnêtement, nous n'avions pas prévu de rester aussi longtemps. Donc 140 jours, c'est environ 139 jours de plus que ce que nous aurions souhaité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et maintenant, est-ce que cela peut être corrigé? Et sans doute la question la plus importante, est-ce que cela peut être corrigé à temps? Il faut donc comprendre ce que signifie « à temps », non? Que signifie « une chose n'est utile que si elle arrive au bon moment, si elle n'est plus utile à personne ». Il existe peut-être un tel moment. Et je veux tout de suite vous dire qu'il y a un détail amusant et surprenant dans ce qui se passe en ce moment. Elle va vous ouvrir les yeux sur les gens en général et sur les dirigeants iraniens, militaires ou non, en particulier. Je vous promets que cela va beaucoup vous plaire. Donc, le 28 février de cette année, naturellement, nous avons commencé et mené 40 jours de bombardements effectifs, suivis de 100 jours de négociations entrecoupées d'échanges de frappes. Bien sûr, œil pour œil, avec des missiles, des drones, mais la plupart du temps, nous menions des négociations. Est-ce qu'il est juste de négocier? Oui, c'est juste. Il faut toujours mener des négociations dans la mesure du possible. Les actions militaires ne sont qu'une continuation de la diplomatie lorsque la diplomatie ne peut pas atteindre les objectifs fixés. Nous ne savons pas quelle était la stratégie du président des États-Unis au moment où il a donné l'ordre de frapper, mais après 140 jours, nous savons ce que l'administration actuelle souhaiterait. Je comprends que nous essayons maintenant de comprendre comment accomplir nos tâches, en tenant compte de ce qu'on appelle la réalité en Iran. Nous connaissons les principales tâches du président. Il veut poursuivre ses réformes et orienter l'Amérique dans la direction qu'il considère, et que je considère aussi d'ailleurs, comme la bonne, ce qui signifie garder le contrôle du Congrès, car sans ce contrôle, ses initiatives et son programme seront tout simplement paralysés. Si les démocrates prennent la Chambre des représentants, ils entameront immédiatement, dès le premier jour, comme ils l'ont promis, la procédure de destitution. Tout le monde comprend que le président est protégé contre une condamnation, puisqu'il a la majorité au Sénat. Mais s'il perd quand même la Chambre, alors la principale tâche du Parti démocrate sera de rendre la vie plus difficile en Amérique. Et ce, à un point tel qu'en 2028, personne ne voudra élire un républicain. L'objectif des démocrates n'est pas d'améliorer notre vie. L'objectif des démocrates est de s'emparer du pouvoir. Je ne dis pas cela de manière négative, enfin, bien sûr que si, mais pas uniquement de façon négative, parce que théoriquement, les partis se forment pour lutter pour le pouvoir, en expliquant au peuple pourquoi leurs idées surpassent celles de leurs adversaires. En réalité, les gens, en luttant pour le pouvoir, font tout leur possible pour que leur adversaire ne soit pas choisi. Je souligne tout ce qui est possible. Et cela peut inclure le salir, c'est-à-dire mentir. Et aussi, si l'adversaire dirige le pays, il fait tout pour que le peuple vive mal pendant qu'il est au pouvoir. Ce qui est considéré comme naturel et compréhensible, mais très désagréable pour le peuple, c'est-à-dire pour nous tous. Maintenant, ce sont les raisons pour lesquelles les États-Unis d'Amérique ont commencé à bombarder l'Iran, parce qu'il faut aussi, en quelque sorte, s'occuper de cela. Nous en avons parlé à plusieurs reprises, mais essayons tout de même de clarifier les choses, depuis que l'Iran a emprunté la voie de l'obscurantisme islamique. Oui, mais je tiens à souligner que je ne considère pas l'islam comme de l'obscurantisme. Je n'en sais pas assez pour analyser ou juger quoi que ce soit. Je pense simplement que la version de l'islam qui existe aujourd'hui en Iran relève de l'obscurantisme islamique. Ainsi, tous les présidents américains ont déclaré, et il semble même qu'ils aient pris au moins les mesures minimales possibles pour empêcher l'Iran de posséder des armes de destruction massive. Le président Trump s'est également fixé pour objectif d'arrêter l'Iran. Pour que l'Iran ne puisse pas produire d'armes nucléaires, ne puisse pas lancer de missiles à travers tout le Golfe, et ne puisse pas bloquer le détroit d'Ormuz. Et comme l'agence internationale a annoncé que l'Iran possède déjà de l'uranium enrichi à 60% et que dans 5 ou 6 semaines, il pourrait qu'il le fasse ou non, je ne sais pas, en produire suffisamment. D'ailleurs, il en a déjà 450 kilos, donc il pourra produire assez de matière pour remplir. Donc là-bas, il y a de quoi remplir 10 à 12 ogives et les équiper, les assembler, les fixer. Je ne sais pas, c'est même 12 missiles qu'il a achetés à l'époque à l'Ukraine, des missiles balistiques intercontinentaux, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique.
À l'époque de Trump, ils ont choisi d'attaquer préventivement l'Iran, affirmant qu'ils vous attaqueraient dès qu'ils l'auraient et feraient tout sauter. Et maintenant, ils l'ont. Certains n'y croyaient pas, d'autres y croyaient, mais après ce qui s'est passé avec le Hamas en Israël, il est devenu clair qu'il fallait les croire. Oui, il faut les croire. Ils ont dit maintenant qu'ils allaient tous les massacrer. Ils vont tous les massacrer. Donc, vous connaissez la suite de l'histoire, ce n'est pas de cela que je parle. La situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant est différente. Nous avons commencé par des bombardements. Toutes les cibles liées à la production d'armes atomiques. Après de lourds bombardements, nous avons entamé des négociations. Celles-ci ont duré près de 100 jours, stoppé les opérations militaires, mais n'ont rien donné. Exactement là où nous étions au début des négociations, c'est là où nous sommes maintenant à la fin. Avec un seul ajout. Nous, les Israéliens, avons repris notre souffle, reçu de nouveaux armements, ajouté les missiles nécessaires, tandis que l'Iran a déblayé les décombres. Il a restauré certaines choses, en a déplacé d'autres, et s'est également préparé à une nouvelle escalade des hostilités. Autrement dit, tout le monde a repris des forces, tout le monde s'est ressaisi et est prêt à repartir au combat. Bien sûr, l'Iran avait aussi sa propre stratégie. Donc les Perses sont généralement connus pour être de bons négociateurs, ils ont toujours 2 voire 4 idées en tête. Leur idée peut être formulée de la manière suivante. Si nous parvenons à prolonger ce conflit, en l'accompagnant de frappes de missiles qui seront proportionnelles et symétriques, c'est-à-dire sans envenimer davantage la situation, nous pourrons gagner du temps jusqu'aux élections de mi-mandat aux États-Unis d'Amérique. Vous voyez, les Iraniens ne sont pas du tout idiots, vraiment pas idiots, et ils comprennent parfaitement notre politique. De plus, ils entretiennent naturellement des relations étroites, amicales et de travail avec la direction du Parti démocrate des États-Unis d'Amérique. Les raisons ne nous importent pas pour l'instant, il y en a pas mal, mais l'essentiel est ailleurs. Nous parlons maintenant de la stratégie de l'Iran. Donc, poursuivons. Si nous parvenons à retarder les négociations, alors nous, les Iraniens, augmentons les chances que les démocrates prennent la Chambre des représentants et qu'ils entravent, voire arrêtent complètement Trump. Et ce qui est encore plus important, c'est que cela pourrait marquer le début d'un nouveau gouvernement en 2028, et alors nous, l'Iran, serons en sécurité, comme c'était le cas sous Biden et Obama. Nous finirons de construire nos missiles et notre bombe atomique, puis le monde ne pourra plus nous atteindre. Et nous pourrons faire tout ce que nous voulons à l'intérieur du golfe Persique, sans craindre que quelqu'un puisse nous tomber dessus pour cela. Donc la stratégie de l'Iran est très simple. Empêcher Trump, aider les démocrates, si possible, créer une bombe atomique et effrayer tous ceux qui sont à proximité ou même pas très proches d'eux. Telle était leur stratégie, gagner du temps, gagner du temps. Qui a gagné ? Eh bien, nous verrons au final, mais pour l'instant, l'Iran a réussi à survivre parce que nous avons cessé les combats à grande échelle il y a presque 100 jours. Et ces réponses œil pour œil ont été inefficaces dans le sens où elles n'ont pas arrêté les tirs de missiles contre les pays du Golfe et ne nous ont pas donné le contrôle sur l'ennemi ni sur le détroit. Tournons-nous donc vers les élections de mi-mandat et la situation intérieure aux États-Unis. Les indicateurs économiques. À l'intérieur du pays, ils restent étonnamment bons, alors que, disons, il y a cette guerre étrange en Iran, n'est-ce pas ? L'inflation en termes mensuels est presque à son niveau historique le plus bas. Le chômage est d'environ 4,2%, ce qui est en réalité très bien. Le PIB est assez solide, là c'est autour de 2,3, 2,4 c'est tout à fait correct. Sous Obama, il disait « n'espérez même pas atteindre 2 ». Il disait 1,9, un succès incroyable. Nous, avec 2,3 ou 2,4, affirmons que ce n'est que la moitié de ce que nous ferons. On nous répond alors « il y a quelque chose qui ne va pas chez vous ». Le marché boursier est élevé et l'effet complet des réductions d'impôts, de l'augmentation de la production d'énergie et de la déréglementation se fait sentir en même temps que les investissements étrangers. Un peu, mais on commence déjà à le ressentir. Donald Trump estime que, compte tenu du redécoupage des circonscriptions et de la décision de la Cour suprême sur le gerrymandering, j'ai déjà expliqué plusieurs fois ce que c'est. Si vous ne vous en souvenez pas, vérifiez. Le gerrymandering, ou en russe, sans doute gerrymandering. Donald Trump, les républicains, pourraient avoir une chance de briser la tendance historique selon laquelle, lors de 39 des 40 dernières élections de mi-mandat, c'est le parti qui n'est pas au pouvoir, donc pas à la Maison-Blanche,
qui l'emporte, c'est-à-dire le parti qui a perdu la Maison-Blanche lors de l'élection présidentielle. Je vous ai toujours dit que c'était 23 sur les 25 dernières, mais là, j'ai fouillé dans toutes sortes d'encyclopédies et autres sources. Et il s'est avéré qu'il y a eu 41 élections de mi-mandat, donc celles qui étaient enregistrées avec toutes sortes d'informations, etc. Et dans 39 d'entre elles, c'est le parti qui venait de perdre la présidence qui a gagné. Donc Donald Trump pense toujours qu'il a une chance et il veut toujours terminer l'opération et rentrer chez lui. Et les Iraniens le comprennent. Certains critiques de la droite disent « Nous frappons les quais et la petite flottille, le carburant pour les missiles. Mais pourquoi ne l'avons-nous pas fait plus tôt ?» Je pense que la réponse est simple. Nous ne l'avons pas fait plus tôt parce que nous avons engagé des négociations. Parce que lorsqu'il y a ne serait-ce qu'une chance, 1%, 1 sur 1 million, il faut quand même essayer de la saisir. Nous avons agi avec retenue, nous avons agi de manière proportionnée. En regardant en arrière, oh, pourquoi avez-vous fait cela ? En regardant vers l'avenir, il faut toujours agir ainsi. Nous ne voulions pas que les champs pétroliers d'Arabie Saoudite, les exploitations gazières au Qatar, les terminaux à Bahreïn explosent et brûlent. Nous voulions faire pression sur l'Iran. Nous ne voulions pas transformer cette guerre en un conflit régional majeur qui aurait pu pratiquement dégénérer en une troisième guerre mondiale. Eh bien, peut-être pour l'instant sans armes nucléaires, mais quand même une troisième guerre mondiale, parce que la Chine dépend énormément du carburant qui provient de cette région. Si nécessaire, elle enverra sa flotte. Pour l'instant, tout se passe de telle sorte que la Chine n'a pas envie d'y envoyer sa flotte. Nous serons probablement capables de la vaincre, je pense, cette flotte. Oui. Mais pour l'instant, ni d'un côté ni de l'autre, il n'y a aucune envie de savoir, comme on dit, qui a la plus longue. Que faire alors ? Maintenant, je veux dire, maintenant que la diplomatie est pratiquement épuisée, quand il semble que tout soit presque fini, je ne sais pas, il reste peut-être encore une ultime chance, mais c'est déjà fini. Et quand la diplomatie est épuisée, en général, on commence à laisser parler les canons. Et généralement, c'est bruyant. Et tout le monde comprend alors que, pour faire face à l'Iran, il ne faut plus agir avec retenue, ni de façon proportionnée, mais détruire toutes ses capacités militaires. Cela impliquerait des frappes sur les usines et le complexe industriel produisant ces missiles, dont une partie est souterraine, l'autre en surface. Leurs lanceurs, les détruire, leur terrain où sont stockés les drones, je ne sais pas où ils les assemblent. Nettoyer le couloir près du détroit de toute leur défense anti-aérienne, missiles, drones et petits navires, comme une flotte moustique, n'est-ce pas ? Ils les utilisent à la fois pour attaquer les pétroliers et pour miner le détroit. Détruire tout cela en 1 semaine ou 2 par des frappes précises sur des cibles à double usage. L'Iran va-t-il riposter ? Oui, il le fera. Bien sûr qu'il le fera. Où frappera-t-il ? Là où ça fait mal. Il frappe là où ça fait le plus mal, car eux aussi sont intelligents. Où cela fait-il le plus mal ? Ce ne sont pas des navires américains. Messieurs, ils vont aussi tirer de ce côté-là, juste pour montrer qu'ils tirent aussi sur des navires, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que les navires savent bien se défendre et bien riposter. Mais s'ils arrivent à en toucher un une fois, alors là, qu'est-ce qu'ils vont crier de joie ? Non, ils vont frapper les infrastructures gazières et pétrolières des pays alliés des États-Unis. Ce sont les pays du Golfe Persique, et les bombarder ferait grimper le prix du pétrole jusqu'à $200 le baril. Si les États-Unis décident qu'il n'y a pas d'autre choix, alors les B-2 repartiront, ils frapperont la montagne Pickaxe, scelleront les zones soupçonnées de stocker de l'uranium enrichi, attaqueront les ponts et une partie des systèmes énergétiques. Et après, me demanderez-vous, quand la fumée des incendies provoqués par nos missiles et nos bombardements se dissipera. Et c'est ici que nous entrons dans le domaine des conjectures, oui, ou de la prédiction. Je pense qu'après avoir bombardé encore 2 semaines, et nous avons déjà commencé à le faire, comme vous l'avez remarqué, depuis, je crois, 4 jours, les États-Unis annonceront que nous avons atteint nos objectifs dans la région. Nous nous adresserons à nos alliés, tant dans la région qu'au sein de l'OTAN, et nous dirons « Les gars, l'Iran est désormais essentiellement neutralisé. Il n'a plus d'aviation. Vous avez 600 avions de combat, enfin des avions tactiques, comme on les appelle, oui. Vous avez des missiles, vous avez la défense anti-aérienne, vous avez des navires. Vous pouvez facilement vous protéger, ainsi que votre pétrole, votre gaz et vos engrais contre un Iran considérablement affaibli. Vous, ainsi que les États situés dans le Golfe Persique, ainsi que les Européens, les Japonais, les Sud-Coréens,
les Taïwanais, je ne sais pas, ils sont innombrables. Vous voulez tous utiliser ce détroit. Nous n'en avons absolument pas besoin. Non, nous n'en avons vraiment pas besoin. Nous y sommes allés uniquement pour retarder l'Iran d'environ 10 ans dans la fabrication de la bombe atomique, en espérant que, peut-être, le régime tomberait. Il n'est pas tombé. Mais nous avons fait tout ce que nous pouvions. Nous avons maintenant plein de nos propres affaires internes. Nous avons en grande partie, dans une large mesure, purifié l'Iran de l'impur. Et maintenant, si vous voulez, bien sûr, ce sera votre affaire de savoir comment extraire le pétrole du golfe Persique et l'acheminer jusqu'à vos pays. Comme vous voulez. Vous pouvez le faire ainsi. Nous ne partons pas. Très bien, nous y maintiendrons un groupe aérien. Envoyez quelques navires si vous le souhaitez, sous notre direction. Nous avons toujours des forces dans le golfe Persique, grâce à Dieu. Vous pouvez transporter vos propres pétroliers à travers ces goulets d'étranglement que l'Iran crée. Nous avons des frégates. En réalité, nous nous débrouillons nous-mêmes. Il y en a même quelques-uns d'ailleurs qui entrent et sortent tour à tour de la région. Nous pouvons organiser vos opérations de manière à garder le détroit ouvert. Nous pouvons vous aider, mais pas le faire à votre place. Et cela ne devrait pas être difficile, parce que l'Iran a subi d'énormes pertes en 2 semaines et demie. D'ici la fin du mois, je pense que nous allons bombarder. Eh bien, nous voulons vous avertir que c'est tout. Nous avons des affaires plus importantes dans notre région, et nous rentrons chez nous. Et nos alliés, qui criaient avec nous qu'ils n'autoriseraient pas l'Iran à posséder des armes nucléaires, mais qui n'ont rien fait à ce sujet. Ils ne nous ont même pas aidés lorsque nous nous sommes tournés vers eux. Qu'ils prennent maintenant leur part de responsabilité et assurent l'ouverture du détroit. Invitez qui vous voulez. Invitez la Chine, l'Inde, même les Martiens si vous voulez. Et maintenant, messieurs. Je suppose que vous vous représentiez tout cela à peu près. Eh bien, à part ma déclaration selon laquelle, dans quelques semaines, 2 semaines et demie au maximum, nous commencerons à partir. Est-ce que ce sera une grande annonce, ou bien ce sera une conversation discrète en coulisses? Allez-vous simplement expliquer aux partenaires ce qui va se passer, ou y aura-t-il des remaniements, des allers-retours? Je ne sais pas, mais selon moi, c'est ce qui va arriver. Alors maintenant, nous sommes enfin arrivés à la partie la plus intéressante, et sans doute d'une certaine manière la plus intéressante, la plus importante. Maintenant, je vais vous indiquer quelque chose qui, d'un point de vue de la psychologie humaine, explique de façon étonnante le plus grand mystère de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Faites attention à l'énigme non résolue de la lutte de l'Iran contre les envahisseurs impérialistes et les sionistes. Qui sommes-nous là-bas? Des requins probablement, ou peut-être des tigres, je ne sais pas. Et en plus, nous sommes en papier. L'Iran se vante presque tous les jours de frapper... Écoutez bien. Oman. Émirats. Qatar. Arabie Saoudite. Koweït. Qui d'autre encore? Oui, les Houthis envoient des missiles en Arabie Saoudite. C'est déjà arrivé, non? Donc ce sont tous des pays musulmans qui se battent contre un autre pays musulman. Bon, certains sont sunnites, d'autres chiites, mais ça c'est entre eux, c'est des histoires internes. L'Iran se bat contre d'autres pays musulmans, c'est-à-dire la partie musulmane perse contre les pays musulmans arabes, disons-le comme ça, d'accord? L'Iran lutte aussi contre les États-Unis, c'est évident, non? En tirant sur les navires et bases américaines, il menace de tuer le président des États-Unis, ainsi que de nombreux ministres, sénateurs et journalistes. D'ailleurs, il ne fait pas que menacer. Et même d'après les rapports du FBI, l'Iran c'est ce que disait la CIA et je crois aussi le FBI, oui, organise des tentatives d'assassinat contre le président, c'est-à-dire qu'il semble qu'ils ont déjà déjoué 2 complots de ce genre que l'Iran essayait de mettre en place contre le président. Et maintenant la question, qui n'attaque-t-il pas? Vers quel pays les missiles iraniens ne se dirigent-ils pas en ce moment? Où les bombes n'explosent-elles pas? Sur le territoire de quel pays l'Iran ne menace-t-il même pas d'organiser des actes terroristes? Avez-vous déjà deviné? Sinon, il s'agit du principal ennemi de l'Iran ou du petit Satan. Eh bien pour nous, le petit Satan, c'est ce que nous appelons Israël ou l'État juif. Ainsi, le plus grand mystère de cette phase du conflit au Moyen-Orient, c'est que l'Iran tire sur Bahreïn, le Koweït, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, sur les bases américaines, sur des navires appartenant à l'Indonésie. Et il ne tire absolument pas sur son principal ennemi. Cela ne vous paraît-il pas étrange? Cela ne vous interroge pas? Eh bien moi ça m'en pose. Pourquoi l'Iran n'attaque-t-il pas? Avant, il tirait bien.
Pourquoi n'attaque-t-il pas maintenant? Et maintenant, le plus intéressant va commencer, mesdames et messieurs. L'Iran n'attaque pas Israël, pour une raison très simple et folle, parce que l'Iran sait où ils vivent. Avec qui ils se voient, fument du hashish, où sont leurs maîtresses et, en général, ce qu'ils font. Non seulement tous ceux qui dirigent les unités, mais aussi ceux qui les remplaceront si les dirigeants des unités meurent. Et en plus aussi ceux qui sont derrière eux, ceux qui les remplaceront, ceux qui remplaceront ceux qui dirigent les unités. Israël sait où vivent tous ces gens et tout ce qu'il est possible de savoir. Il sait tout sur eux, sur chacun d'eux, et ils le savent. On leur a dit cela. Israël, au cours des 4 derniers mois et demi, s'est reposé, a reconstitué ses stocks de munitions, a obtenu d'excellentes informations de renseignement, a infiltré la garde révolutionnaire iranienne, ou plutôt s'est introduit dans l'armée. Non seulement ils savent et se sont infiltrés, mais ils ont aussi prévenu les gars. Si vous frappez Israël, ce ne sera pas anodin là-bas, oui, mais surtout si vous visez des civils ou des infrastructures énergétiques. Alors enveloppez-vous tout de suite dans des draps blancs et rampez au cimetière de votre propre initiative. Sinon, c'est nous qui prendrons l'initiative. C'est pourquoi, aussi incroyable que cela puisse paraître, les Iraniens préfèrent maintenant attaquer d'autres pays musulmans de l'autre côté du Golfe, et ne pas s'en prendre à leur soi-disant, au plus petit Satan, à leur ennemi existentiel numéro 1. Israël. Voilà comment ces juifs intelligents et insupportables ont réussi à imposer une dissuasion écrasante, comme on dit. Cette dissuasion écrasante, comme on l'appelle, est basée sur une caractéristique humaine très spécifique et très psychologique. Les gens ont peur de mourir. Les dirigeants iraniens acceptent calmement la perte de quelques millions d'habitants du pays. Facilement. Ils ne se soucient guère des bâtiments, des infrastructures, de l'approvisionnement en eau ou en nourriture, ni de la destruction de milliers de vedettes ou de 534 avions. Tout ce qui les préoccupe, c'est leur propre vie. C'est normal. Non, c'est normal. Et il est aussi normal de montrer qu'il peut atteindre n'importe lequel d'entre eux, n'importe quand et n'importe où. Tout le monde comprend qu'il n'y a qu'Israël qui puisse faire cela. Et maintenant, après avoir dit l'essentiel de ce que nous voulions vous dire, faisons un résumé. Le résumé pour le moment, parce que demain ce sera déjà différent. Évidemment, tout changera et beaucoup de choses seront différentes. Donald Trump a, disons, 2 semaines pour frapper toutes les cibles militaires restantes. Et ensuite voir si l'Iran est prêt à capituler. Sinon, frapper les sites à double usage. Ensuite, je pense qu'il prévoit de rentrer chez lui et de se concentrer sur l'économie en laissant le problème de la percée à ses alliés. Et tout cela selon... Mais petite réserve, si on découvre que les Iraniens ont toujours un programme nucléaire, et je pense que ce sera le cas, nous pourrons faire ce que nous avons fait l'été dernier. C'est-à-dire y aller encore une fois, ou 2, ou 8, et bombarder. Puis revenir et bombarder à nouveau. Il a déjà été prouvé que les armes russes ne peuvent pas rivaliser ni arrêter les technologies occidentales dont disposent les États-Unis et Israël. En fait, la Russie devrait être terrifiée par cela. En Syrie, la défense antiaérienne russe n'a tout simplement pas détecté les avions israéliens. Ils n'ont pas vu les avions israéliens. Au Venezuela, la défense russe n'a pas du tout fonctionné. En Iran, le ciel s'est retrouvé ouvert, comme si la défense antiaérienne achetée à prix d'or au Kremlin n'existait tout simplement pas. Je ne comprends pas qui achèterait encore des armes russes ou continuerait à le faire s'il veut se défendre contre ceux qui achètent aux Américains. C'est comme si un pays disposait de lance-pierres et frondes, et l'autre de mitrailleuses, lance-flammes, avions, véhicules blindés et obusiers. Voilà que le héros se retrouve avec une lance-pierre face à un obusier. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous allons conclure notre émission d'aujourd'hui. Mais je tiens à vous proposer de passer absolument sur une autre chaîne et de regarder la vidéo que j'ai enregistrée il y a quelque temps. Et elle est soudainement devenue incroyablement d'actualité. Pour ceux qui ne le savent pas, les socialistes démocrates d'Amérique viennent tout juste de publier leur programme politique. Ce n'est pas un parti distinct, mais une faction interne. Mais ils ont néanmoins publié quelque chose qui rappelle étrangement le programme d'un parti qui s'appelait autrefois le Parti ouvrier socialiste allemand, plus connu sous le nom de Parti nazi. S'il vous plaît, regardez ce que je vous propose.
Regardez-en simplement 2, 3, voire 5 minutes pour commencer. Si cela ne vous plaît pas, vous partirez facilement, mais il me semble que la question n'est pas d'aimer ou non, mais que c'est devenu obligatoire. Tout de suite, sans attendre, allez-y et regardez pendant quelques minutes. Le lien sera ci-dessous, dans la description. En plus, nous afficherons un petit rectangle, une publicité directement à l'écran. Cliquez dessus et allez-y. Au revoir.